La parole à Jean-Marc Asbecker qui va donc introduire ce troisième webinaire du Cross Grand Est sur le plan de relance de la planète sport dans le Grand Est. À vous, Président. Oui, alors bonjour et bienvenue à ce webinaire du Cross consacré à ce que nous allons appeler, pour faire court, le plan de sauvegarde et de relance du sport de l'Élysée. Pourquoi l'Élysée? Parce que c'est à l'Élysée, le 17 novembre, que le président de la République a reçu le mouvement sportif, et c'est à l'issue de cette réunion qu'est né ce plan. Le président, pour l'occasion, était entouré du Premier ministre, du ministre des Finances, du ministre de l'Éducation nationale et bien sûr de la ministre des Sports, ce qui démontre combien les plus hautes autorités ont été attentives au cri d'alarme qui a été lancé par le CNOSF, soutenu par 95 fédérations sportives. C'est que la crise sanitaire frappe, et elle frappe durement le mouvement sportif, et elle sera certainement longue à surmonter, même après que le vaccin aura fait son effet. Parce qu'à la perte de billetterie et de recettes des manifestations annulées, à la fermeture des clubhouses et des foyers, à l'effondrement du petit sponsoring, parce que les donateurs sont eux-mêmes durement touchés par la crise, va s'ajouter en quelque sorte une double peine par l'hémorragie des licenciés qui, à elle seule, va se solder par une perte estimée à presque 300 millions d'euros dans le monde du sport amateur. Les dégâts seront et sont financiers, on le sait, mais ils seront aussi sociétaux, car l'animation des territoires, la convivialité, la citoyenneté et la santé par le sport sont et seront ébranlés. Pour parer au plus pressé, le gouvernement a mis 400 millions sur la table, en corollaire un peu aux accents churchilliens du président de la République qui disait vouloir faire face quoi qu'il en coûte. Et dans ce plan de sauvegarde, disons grosso modo, la moitié ira au secteur professionnel et l'autre moitié, sans entrer dans les détails, au secteur amateur, avec quelques mesures phares qui nous intéressent et dont on débattra ce soir. Le passeport, une enveloppe dotée de 100 millions, une espèce d'allocation de rentrée scolaire sportive dont nous allons pouvoir bénéficier, la reconduction aussi du fonds d'urgence de 15 millions. Le premier avait été utilisé après le premier confinement. Il y aura aussi beaucoup d'emplois pour accompagner les clubs au retour à la vie. Je ne rentre pas dans les détails. Je suis entouré de sachants qui vont le faire beaucoup mieux que moi. D'abord Didier Séminet, vice-président du Comité national olympique et sportif français en charge des territoires. Bonjour Christian, Didier, bonjour et merci d'être toujours disponible pour nous. Jean-Paul Omeyer est avec nous, je l'en remercie, vice-président de la région en charge des sports et aussi, c'est également en cette qualité qu'il nous intéresse beaucoup, vice-président de l'Agence nationale du sport, qui sera en quelque sorte le navire amiral de la flotte de combat contre la tempête coronavirus. Nous avons aussi avec nous Philippe Fischer, chef de la mission sport des services régionaux de l'État, et notre collaborateur David de Reims, le juriste du CROSS, interviendra aussi sur les problèmes de sa compétence. Quant à notre directeur Lionel Duet, il est aux manettes, il est à la régie et il relayera vos questions qui, je n'en doute pas, seront nombreuses. Tout de suite, trêve de préambule, tout de suite, je donne la parole à Didier Séminet. Merci, Président. J'espère que ces quelques mots vous trouvent en pleine forme et que je vois, cher Président, que vous êtes fidèle à l'image que vous avez. C'est quelqu'un de dynamique et qui prend la mesure du problème en imaginant que cette nouvelle gouvernance, c'est vraiment aujourd'hui le sens même de la vie sportive et du mouvement sportif, en permettant à nos clubs du Grand Est aujourd'hui de venir s'informer. Bravo, merci encore de cette invitation, Président. Peut-être dire, toujours en venant en complément de ce que vous venez de dire, Président, c'est que le CNOSF
il a vocation, et encore plus maintenant, à être à l'écoute des territoires et de bien comprendre la problématique qui émerge des acteurs premiers du sport, qui est le club. Vous savez que toutes ces strates que peuvent être nos comités départementaux, nos ligues ou bien nos fédérations ne sont que le reflet des actions des clubs. Et c'est pour ça qu'il était important, et bien avant même la crise, que le CNOSF puisse anticiper, je dirais, la difficulté qui était celle aussi de faire le lien avec entre nos clubs et l'éducation nationale. Et vous savez aussi que la réjouissance qui a été la nôtre quand nous avons appris que le ministère des Sports a été délégué à l'éducation nationale, qui est une vraie chance pour le mouvement sportif français. La première des initiatives qui a été menée par le CNOSF, c'est la carte passerelle. Et moi, j'ai vocation, à travers la fenêtre que vous m'ouvrez, Président, c'est de rappeler que ces dispositifs ont vocation à être des succès à partir du moment où les clubs s'en accaparent. La carte passerelle, vous savez, l'idée, c'est d'imaginer que des enfants de CM1, CM2 qui seraient licenciés à l'UCEP et à l'UGSEL puissent venir essayer 3 séances maximum par club dans une période qui est évidemment à réimaginer, à réinventer dans le futur, et qui permettrait donc d'avoir le rapprochement entre les clubs et les écoles et d'offrir à ces jeunes de CM1, de CM2 et de découvrir le club, mais aussi de connaître l'offre sportive en France. On sait que c'est un vrai succès dans la mesure où 57% des jeunes qui sont licenciés au club le font après des initiations. Donc, c'est pas anodin comme chiffre, et qu'il a fallu, dans ce dispositif, je dirais, le rendre opérationnel avec une plateforme digitale qui s'appelle Mon Club Près de Chez Moi. Il est très important de bien entendre que les deux sont liés. C'est-à-dire, quand vous avez, vous, président de club, référencé votre club sur cette plateforme digitale de Mon Club Près de Chez Moi, vous êtes en capacité d'être identifié et d'offrir ces fameuses cartes passerelles à nos enfants. Alors, j'ai quelques chiffres aussi à vous donner, des chiffres d'aujourd'hui qui ont été d'ailleurs, et je fais une parenthèse, aussi annoncés hier lors du webinaire qui avait été organisé par le CNOSF et l'Agence nationale du sport, qui a vu quand même 3500 personnes se connecter. Donc, c'est un vrai succès. J'espère ne pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est 3500 ou 5500, en tout cas, c'est un vrai succès d'audience. Et donc, cette plateforme digitale, c'est une plateforme gratuite qui rend accessible le sport en un clic. Votre club est référencé. Quand vous êtes sur votre smartphone, sur cette application, vous avez l'ensemble des clubs qui se sont inscrits. Aujourd'hui, c'est 155 000 clubs qui sont référencés, mais ces clubs-là, pour être activés à la carte passerelle, doivent s'activer. Alors, c'est assez simple. Vous allez encore une fois sur cette plateforme quand vous êtes dans les 155 000 clubs référencés, et vous ouvrez la possibilité d'être visible pour la carte passerelle. C'est aujourd'hui 200 000 pages clubs qui ont été visitées, ce qui est assez énorme parce que c'est vraiment la plateforme qui centralise l'ensemble des choses, et c'est 1 demi-million de recherches qui ont été effectuées par plus de 300 000 Français. C'est des chiffres qui parlent quand même, quand on connaît le paysage du mouvement sportif français. Ça, c'était bien avant la crise. C'était déjà une initiative qui se voulait, comment je dirais, assez précurseur du besoin de rapprocher les écoles et des clubs. Et il devient tout d'un coup, avec la crise, de plus en plus essentiel de comprendre l'ensemble des dispositifs qui sont mis à disposition de nos clubs pour rebondir, pour imaginer que le monde d'après soit un monde encore meilleur pour nos clubs. Ce qui n'enlève rien du tout aux difficultés du moment que peuvent rencontrer les gens, mais les présidents de clubs, mais qui sont obligatoirement traités par d'autres dispositifs. Comme par exemple, et c'est celui que j'aimerais mettre en avant aussi,
le lancement de Soutiens ton club, qui a été un vrai succès, mais pas simplement, je dirais, de manière générale. Je dirais qu'il a été un succès aussi de manière spécifique, territorialement, dans le Grand Est, puisque Jean-Paul Aumeyer nous le dira après mon intervention. C'est la façon dont ce fonds a été abondé. Ça a été assez exceptionnel que la région du Grand Est puisse s'accaparer ce dispositif et d'en faire quelque chose de moteur pour l'ensemble des territoires nationaux. C'est aujourd'hui 5150 clubs qui sont inscrits, c'est 1 140 000 € de fonds qui ont été donnés à cette opération. Il y a eu une première distribution qui a été à la hauteur de 440 000 € pour 453 clubs bénéficiaires. Il manque, à mon sens, de promotion de cette opération. Il faut à tout prix que les clubs comprennent le message que j'essaye de passer, qui est de s'inscrire dans cette opération qui s'appelle Soutiens ton club. Vous tapez sur Google Soutiens ton club et vous aurez la possibilité, c'est très didactique, d'inscrire votre club et de rentrer dans la possibilité, puisque vous avez votre club, de bénéficier de ces dons. Voilà, alors évidemment, je disais en préambule de cette initiative que la région Grand Est a été précurseur et elle a été très moteur de cette opération, puisque dans les chiffres, Jean-Paul, vous me reprendrez, je sais que c'est 100 000 € qui ont été mis initialement et qu'il y aura sans doute une deuxième opération. Et c'est comme ça que je vais laisser la parole à Jean-Paul, qui peut rebondir sur ce que je dis, en vous remerciant encore, Monsieur le Président, de m'avoir invité à rencontrer les clubs de votre territoire. Merci. Merci, oui, à Jean-Paul Aumeyer, qui a la double casquette région et Agence nationale du sport. Et elle vous va fort bien, Monsieur Aumeyer. Merci, Président. Merci, Monsieur le Vice-président du CNOSF, Monsieur le Directeur des services des sports, les représentants du CROSS, et je voudrais saluer tous les auditeurs qui nous écoutent évidemment avec intérêt. Moi, je me réjouis de la formule de ce soir qui préfigure les conférences régionales du sport que nous attendons avec impatience pour pouvoir donner un nouvel élan au sport territorial, au sport de la région Grand Est. On a tous été frappés par une crise qui nous a brutalisés dans les trois domaines, les trois secteurs du sport qui concernent la région. Évidemment, le sport amateur, le sport pour tous, sur tous les territoires, dans toutes les disciplines, mais aussi le secteur du sport professionnel et du haut niveau, et le troisième secteur des loisirs sportifs marchands. Les actions que nous avons menées de manière collégiale entre l'État, région, mais également avec le mouvement sportif, nous ont permis aujourd'hui de sauver la quasi-totalité des clubs pour la saison 2019-2020. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans la saison 2020-2021 qui va être particulièrement compliquée. Elle va être compliquée et elle va également être compliquée en 21-22. Il nous appartient donc de trouver tous les outils, de mettre en place toutes les bonnes solutions qui permettent d'accompagner l'ensemble des clubs. C'est ce que nous avons fait effectivement déjà en format de conférence régionale du sport, en maillant tous les dispositifs de soutien, qu'ils viennent de l'État, de l'Agence nationale du sport ou du ministère, qu'ils viennent de la région, qu'ils viennent des départements, qu'ils viennent des collectivités locales, pour toucher le plus grand nombre de clubs. Et effectivement, et je voudrais juste rebondir rapidement sur Soutiens ton club, parce que Soutiens ton club est quelque chose qui va perdurer. C'est une fondation, la Fondation du sport français, présidée aujourd'hui par Thierry Braillard, qui a mis ce fonds en place qui permet aux clubs de collecter les dons des particuliers, des entreprises, la fondation ayant la possibilité légale d'émettre des certificats CERFA, ce que tous les clubs n'ont pas le droit de faire parce qu'il faut une reconnaissance d'intérêt général, la reconnaissance publique n'étant pas suffisante. C'est un dossier fiscal extrêmement lourd que la Fondation a fait, elle en bénéficie
Donc, l'argent est fléché vers votre club en fonction du donateur et alimente en plus, à hauteur de 10%, un fonds de solidarité qui permet d'accompagner les clubs qui n'ont pas de dons ou peu de dons. Et c'est à ce niveau-là que la région est déjà intervenue, mettant 100 000 € sur la table pour 190 clubs que nous n'aidons d'habitude jamais, pour le premier coup de pouce à la relance au début de la saison 2020-21. Nous avons encore un certain nombre de clubs qui n'ont pas encore été aidés. Nous allons donc remettre 100 000 € au mois de janvier pour accompagner encore une fois 190 clubs à hauteur de 500 €, des clubs de territoire, des clubs locaux qui n'ont pas les grands moyens, qui n'ont pas les grands budgets, mais et qui donc passent toujours en général à côté de tous les financements qui existent. Donc nous tenons absolument à les accompagner. Pour tout le monde, nous avons assoupli les règles du fonds résistance. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos intercommunalités si vous avez des sujets. Soutiens ton club, on en a parlé. Le fonds de solidarité, on va en reparler encore tout à l'heure. La plateforme de vente, vous avez des possibilités de faire des passes pour acquérir des abonnements, pour venir voir vos matchs, pour venir à des manifestations et tout. Renseignez-vous. Vous pouvez passer par cette plateforme, on vous organise la publicité. Important aussi, Capital Stage. Vous avez besoin d'un stagiaire chez vous ou vous avez des jeunes sportifs chez vous qui veulent faire des stages universitaires ou autres. La région prendra en charge les 500 € mensuels pendant la durée du stage de manière à faciliter l'accès au stage pour tous les jeunes et bien sûr dans le mouvement sportif. Donc, ça, c'est le dispositif global. On rentrera tout à l'heure dans le détail, mais je vais passer la parole à Philippe Fischer qui va nous parler de tous les dispositifs que l'État a pu mettre en place et qui viennent chaque fois compléter, améliorer les dispositifs des fédés, des ligues, de la région, des départements. Donc, on travaille de manière concertée au service de tous. Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas, Lionel, si tu veux mettre le premier slide. Moi, je vais vous parler des leviers, effectivement, que souhaite activer le ministère des Sports pour relancer le sport. Donc, activer ces leviers en lien avec l'Agence nationale des sports et les autres partenaires, évidemment. Il y a un premier levier qui est assez évident, c'est favoriser la reprise de l'activité. On souhaite tous que l'activité reprenne au plus vite. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le ministère des Sports essaye d'obtenir des arbitrages favorables à cette reprise d'activité. Progressivement, on tend vers une autorisation de la pratique de plus en plus généralisée, qui est encore avec quelques distinctions selon les publics cibles, selon les lieux, ou que l'activité soit encadrée ou non. Il y a encore quelques différences. Moi, je vous invite assez régulièrement à regarder le site internet du ministère des Sports, où un tableau que vous avez sous les yeux est régulièrement mis à jour chaque fois qu'on passe dans des périodes différentes et qui est assez précis, qui vous donne des éléments de cadrage sur cette reprise. Je vais le passer très très rapidement parce que le cadre du webinaire ne permet pas de rentrer dans les détails. Pour vous dire que si on regarde le premier item qui est la pratique sportive dans l'espace public, on peut dire que globalement, la pratique sans contact est autorisée. Quand je dis sans contact, c'est avec 2 mètres d'intervalle, est autorisée à peu près partout, dans la limitation des 6 personnes, sauf pour 2 catégories bien précises, donc les mineurs, où il n'y a pas de limitation, et les sportifs dits publics prioritaires que vous avez sous les écrans. Je vous laisse le loisir de les découvrir. Quand on est sur une thématique un peu spécifique et qui a fait l'actualité, donc en montagne, sport de neige avec les remontées mécaniques qui sont fermées, on peut dire que globalement ce n'est pas autorisé, mais c'est quand même autorisé pour les publics prioritaires. Donc je vais quand même les mentionner, les publics professionnels, les sportifs de haut niveau, pour les formations et le maintien de compétences des éducateurs,
pour les mineurs licenciés. C'est important parce que c'est souvent médiatisé et on ne parle pas aussi des opportunités. Pour la pratique sportive dans les équipements sportifs, donc les EPR, les établissements recevant du public, cette pratique est vraiment là pour le coup globalement autorisée, c'est une nouveauté. Alors on distingue les établissements publics, les établissements en plein air et les établissements intérieurs. Et là, il y a quand même une petite distinction. Ce qui est valable pour les mineurs, donc l'autorisation, ne l'est pas encore pour les majeurs sur les EPR intérieurs. Donc ça, c'est encore quelque chose qui devra évoluer dans les prochains temps quand la situation sanitaire le permettra. Si je passe après aux éducateurs sportifs professionnels, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Là, globalement, la pratique sportive est autorisée. Donc, ça pose moins de problèmes. Les compétitions sont interdites, sauf le cas spécifique des sports professionnels et du haut niveau. Donc là, il faudra encore attendre un petit peu. Un cas qui pose souvent problème sont les vestiaires, et notamment l'accès aux vestiaires collectifs. Ça reste pour l'instant interdit, et je sais que c'est une difficulté pour beaucoup de clubs, à l'exception des publics prioritaires. Vous verrez la liste. Mais c'est vrai que c'est une difficulté, mais pour l'instant, ça reste interdit, sachant que rien n'interdit de rendre des vestiaires collectifs à des usages personnels et de les aménager. Et dans ces cas-là, on peut utiliser les vestiaires. Pour l'accueil des spectateurs, on est toujours sur le statu quo, c'est interdit, le huis clos qui est la règle, avec un état des lieux qui sera fait le 7 janvier. On espère de pouvoir mettre des jauges qui seront adaptées après aux capacités des stades. Ça, c'est une évolution qui est envisageable. Mais pour l'instant, toujours pas de spectateurs dans les stades. Sur la vie associative, je ne parlerai pas en détail puisque je crois que c'est David de Reims qui va se charger de vous développer ce qui est possible ou pas en termes d'AG. Et enfin, les loisirs sportifs marchands, donc les salles privées, toujours fermées, interdites, mais avec une petite évolution quand même. La possibilité pour les publics prioritaires et les mineurs encadrés d'accéder donc à des salles spécifiques, type d'escalade, de fitness. Et ça, c'est intéressant dans la perspective des vacances scolaires. Voilà pour le premier levier, c'est faire en sorte que nous puissions pratiquer et que les clubs puissent reprendre une activité normale. Il y a un deuxième levier aux côtés du plan de relance général et des aides économiques de droit commun qui sont aussi utilisables par le secteur du sport. Ce sont les mesures d'aide économique d'urgence pour le secteur du sport. Là, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais sachez que sur le site internet, vous avez un diaporama qui est très très bien fait, qui est en ligne sous la rubrique 400 millions pour le sport. Et vous aurez le détail de tous les dispositifs. Donc, je vais m'accorder à faire des focales sur les plus importants ou les plus emblématiques, sachant que les mesures d'aide concernent à la fois le sport amateur, avec le Fonds territorial de solidarité, ça a déjà été évoqué, qui va perdurer, le pass sport, j'y reviendrai, des missions de service public fléchées vers le sport, j'y reviendrai également. Pour le sport professionnel, on est là sur des dispositifs de fonds de compensation de billetterie et qui a évolué, là je vous en parlerai plus en détail, et sur des exonérations de cotisations sociales patronales. Et là, c'est David de Reims qui se chargera de vous expliquer ce dispositif. Et je n'oublie pas, même si je ne veux pas forcément le développer, pour les salles privées, un système de crédit d'impôt bailleur qui est intéressant, qui a été mis en place. Pour faire donc une focale particulière sur un fonds qui date de cette année, donc qui a été mis en place en juin 2020 et que vous connaissez certainement, donc le Fonds territorial de solidarité, un fonds qui était destiné à aider les associations sportives les plus en difficulté, mais pas uniquement, les associations qui s'engageaient dans la continuité éducative, dans la recherche de nouveaux publics notamment. C'est quelque chose qui a bien fonctionné. Alors pour le Grand Est, sur les 20 millions qui ont été, sur les 15 millions pardon, qui ont été affectés à cette année 2020, le Grand Est avait à peu près 789 000 euros de crédits qui ont tous été dépensés. Il y a eu 250 dossiers déposés, donc le dispositif a bien fonctionné.
ce dispositif sera reconduit l'année prochaine. 15 millions d'euros également. Toujours un seuil à 1 000 euros. L'idée, c'est quand même d'avoir un effet levier. Cette fois-ci, alors c'est le conseil d'administration de l'agence, alors je parle sous contrôle de Jean-Paul Lemeyer, qui a défini des orientations un petit peu différentes par rapport à l'année dernière pour l'année 2021, puisqu'il s'agira d'aide toujours à l'accompagnement des associations sportives en difficulté, d'aide au fonctionnement, mais il s'agira aussi d'aider à la reprise de licences. Je reviendrai en complément avec le passeport. Et également toujours à l'accompagnement des associations dans la mise en place d'actions liées avec la continuité éducative. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle que ce fonds puisse perdurer. Alors, les modalités seront affinées, mais globalement, ça sera via le compte asso, un truc classique. Donc, la plupart des associations, vous connaissez ces modalités, avec un dépôt des candidatures qui devrait intervenir à partir du mois de mars à peu près, donc à la fin du premier trimestre. Ça, c'est sur le premier fonds d'importance. Il y a un autre fonds un peu emblématique, alors ça a été un peu évoqué, c'est un fonds là d'aide massive, parce que c'est 100 millions d'euros qui seront consacrés à ce dispositif, d'aide à la prise de licence. Alors c'est destiné en priorité aux publics les plus fragiles, donc dans les territoires carencés, dits carencés, zones rurales et QPV, quartier politique de la ville. J'ai quelques éléments encore d'orientation sur ce sujet à vous livrer, même s'ils ne sont pas totalement encore validés. A priori, ça serait un forfait de 50 € par licence, qui serait uniquement pour les 16 ans et moins, et pour les moins de 21 ans, pour les personnes en situation de handicap. Alors, ça serait sur condition de ressources. Semble-t-il, ce seraient les caisses d'allocation familiale qui seraient mobilisées pour déterminer quelles seraient les familles éligibles. Ça serait une mise en œuvre, comme l'a annoncé M. Omeyer, pour la rentrée, donc ça veut dire à partir de juin 2021, donc ça permettrait d'être opérationnel pour septembre. Et encore à définir, mais le prestataire de ce dispositif pourrait bien être l'Agence nationale des chèques vacances. Voilà pour des éléments un petit peu de description, mais bon, c'est une mesure qui est attendue et qui, comme vous voyez, c'est une aide massive avec 100 millions d'euros. Je développe moins les services civiques, mais c'est aussi une ressource sur laquelle vous pourrez vous appuyer, puisque 5000 missions de services civiques seront fléchées sur le sport. Et je pense que c'est une ressource pour les clubs intéressante. Je passe maintenant sur le fonds de compensation de la billetterie. Alors, c'est un dispositif intéressant. Alors, j'attire votre attention sur les délais serrés. Alors, je vous explique. Très concrètement, ce fonds a été débloqué pour compenser le manque à gagner lié aux jauges réduites dans un premier temps, et puis au huis clos dans un deuxième temps, et pour compenser également les manques à gagner liés aux manifestations sportives qui ont eu lieu entre le 10 juillet et le 31 décembre, et pour lesquelles il y a eu un réel manque à gagner lié à l'impossibilité d'avoir des spectateurs. Alors, ce fonds a dû être notifié à la Commission européenne, donc c'est pour ça que le décret est paru que samedi. Donc, on est vraiment en fin d'année budgétaire, on en a conscience. Mais ce dispositif sera de mise en application très facile. Là aussi, je vous invite à aller sur le site du ministère qui a mis une notice d'explication, d'information qui est assez facile à comprendre avec les formulaires de dépôt. Là, c'est une page, c'est très très simple, c'est une page. Et vous devez envoyer ce formulaire de dépôt à l'adresse qui ne figure pas sur la slide, mais je l'avais ajouté. Alors, je vais vous la dire, mais vous le trouverez sur le site. Ça s'appelle compensation-billetterie@sport-au-pluriel.gouv.fr. Vous envoyez ce dossier, donc c'est une page, vous envoyez ce dossier visé par le commissaire aux comptes et vous pourrez bénéficier donc, de 70% de cette compensation dès le début janvier.
Donc, il faut faire assez vite. Hein. Vous voyez, on est là mi-décembre. Vous avez 15 jours pour le faire, mais libérer sur site, c'est assez simple et l'application, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Alors, le plafond de cette aide, c'est 5 millions. Voilà, 5 millions, sachant qu'au total, ce sont 110 millions qui seront affectés sur cette politique. Voilà, ça c'est le deuxième levier. Donc, après la reprise d'activité, il y a ces mesures d'urgence. Et je vais passer un peu plus vite sur le plan de relance spécifique sport. Donc, c'est 132 millions sur 2 ans en lien avec l'Agence nationale des sports. Mais c'est important, là, on a une focale très importante sur les jeunes, sur le développement durable et sur le soutien au mouvement sportif. Et je pense que là, vous êtes concernés au premier chef. Alors, la slide là n'est pas complète, hein, mais il y a le plan un jeune, une solution, qui est un peu j'allais dire, le dispositif un peu emblématique, 40 millions d'euros, j'y reviendrai plus en détail. Il y a le dispositif Sésame, je reviendrai aussi en détail, qui est intéressant, qui touche aussi les personnes, les jeunes. Il y a un aspect rénovation énergétique des équipements sportifs pour 50 millions. C'est important, je ne le développerai pas, mais c'est important. Là, on est vraiment sur l'aspect plan de relance lié au développement durable, mais beaucoup d'équipements sportifs pourront bénéficier de ce fonds, et c'est intéressant. Il y a aussi une aide à la transformation numérique des fédérations sportives pour 8 millions. Un soutien spécifique aux fédérations de clubs sportifs, j'y reviendrai, de 21 millions. Et enfin, le plan savoir rouler à vélo. Mais là, on est encore sur la focale jeune. Et je ne développerai pas plus que ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème principal du séminaire. Alors, je reviens sur les trois mesures qui méritent, à mon sens, des précisions. Donc, le plan « Un jeune, une solution ». Ce qui est intéressant, c'est que ce plan ne se substitue pas à ce qui existe et qui fonctionne bien, hein, c'est-à-dire les crédits de l'ANS fléchés sur l'emploi que vous connaissez. Je dis qu'ils fonctionnent bien parce qu'on le sait tous, 80% des emplois qui sont aidés finalement sont pérennisés, donc on sait que c'est un dispositif qui fonctionne, on en est satisfait, mais là, globalement, il s'agit d'ajouter une enveloppe supplémentaire de 40 millions sur 2 ans, 2021 et 2022, avec un objectif de créer 2500 emplois pour des jeunes de moins de 25 ans. Alors, les modalités de ce fonds seront encore affinées, mais ça passera par le compte asso, quelque chose de finalement assez classique que vous connaissez bien. C'est pour un jeune, une solution. Le dispositif Sésame. Alors ça, c'est un dispositif qui vise à accompagner les jeunes dans les quartiers défavorisés, des jeunes entre 16 et 25 ans, pour qu'ils puissent acquérir une qualification qui leur permette d'occuper un emploi dans les métiers du sport. Et donc, c'est un dispositif qui fonctionne déjà très bien et qui sera donc renforcé, puisqu'il s'agit de créer dans les 2 ans, d'ici à 2022, 3000 places supplémentaires dans le dispositif Sésame, donc toucher 3000 jeunes supplémentaires. Et donc, en gros, là, pour vous donner une ordre d'idée, l'aide moyenne pour ce type de dispositif, c'est 2000 €. Et donc, ce dispositif Sésame sera abondé de 12 millions d'euros sur les 2 prochaines années. Puis, je terminerai mon exposé, je suis désolé, je pense que j'étais un petit peu long, mais je terminerai mon exposé sur un autre dispositif qui vous intéressera. Il est prévu un soutien spécifique aux fédérations et aux clubs sportifs de 21 millions d'euros qui seront, donc ce soutien se fera via les projets sportifs fédéraux, et donc qui sera géré par les fédérations, mais qui permettra de venir en aide aux fédérations et aux clubs le plus en difficulté. Et donc, c'est aussi un fonds supplémentaire et dont vous pourrez bénéficier. Voilà, je pense avoir fait le tour des dispositifs emblématiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Je vous renvoie encore une fois au site internet du ministère des Sports. Vous avez l'intégralité des dispositifs beaucoup plus détaillés que ce que j'ai fait. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible et puis je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci Philippe. Oui, synthétique,
on voit en tout cas que le plan d'aide est extrêmement divers. On a ciblé beaucoup de thématiques, donc c'est quand même l'objet d'un travail en profondeur qui a été fait par les différents acteurs. On va écouter David Derin sur le volet juridique de toutes ces thématiques. Allez, David. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, pour ma présentation, j'ai essentiellement axé sur les dispositifs d'aide, notamment sur les questions liées à l'emploi. Évidemment, c'est des questions un peu plus techniques sur les points qui ont été développés précédemment, et notamment sur des aspects juridiques, par exemple sur l'aspect à la pratique, etc. Je peux éventuellement répondre dans les questions qui peuvent m'être adressées via les questions-réponses. Donc voilà, volontairement, on a axé autour de 3 éléments qui sont rapides et essentiels pour les associations, à savoir les associations employeuses. Donc, on a identifié l'activité partielle, que vous connaissez tous depuis notamment le premier confinement. Il y a les éléments liés aux exonérations de cotisations sociales et à ce qu'on appelle l'aide Covid, qui est une aide qui a été mise en place par l'URSSAF pour aider au paiement des cotisations. Et enfin, sur l'aide au recrutement des apprentis. Alors, volontairement, je développe que ces 3 éléments-là, puisque c'est les éléments sur lesquels on a soit des décrets en cours, soit des publications qui ont été publiées au journal officiel. On a d'autres éléments, je pense notamment à une aide qui a été annoncée par le ministère du Travail, qui consistait en une aide au paiement de congés payés. En fait, le gouvernement a annoncé début décembre qu'il prendrait en charge jusqu'à 10 jours de congés payés pour soutenir des entreprises lourdement impactées par la crise sanitaire. C'est une déclaration, c'est un communiqué de presse, on n'a pas eu plus d'informations, je n'ai pas vu passer de décret ou de projet de décret. Je ne sais pas si les associations sportives seront concernées. On parle d'événementiel, de discothèques, de salles de sport, mais on ne parle pas d'associations sportives. On ne sait pas si c'est basé sur des secteurs d'activité déterminés, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, donc je ne le développe pas volontairement ici. Ce que je peux vous dire, et qui sera le fil d'Ariane de l'ensemble de mes développemps, c'est que vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site internet du CROSS Grand Est. De manière hebdomadaire, voire même parfois 2 fois par semaine, nous publions, donc c'est un travail qui est réalisé conjointement avec le CROSS Bourgogne-Franche-Comté. On travaille à la rédaction de focus juridique sur des points bien déterminés afin d'apporter des éléments juridiques, l'application de décrets ou d'éléments, de manière synthétique, sous forme de tableaux, sous forme d'infographie, afin qu'elles soient facilement compréhensibles et surtout qu'elles puissent servir directement aux associations. Donc, dès qu'on a une information, dès qu'on peut la traiter, dès qu'on a suffisamment de matière pour la traiter et attirer l'attention des structures, on ne manque pas de le faire et de le publier sur le site internet du CROSS Grand Est. Et de toute façon, c'est relayé aussi sur nos réseaux sociaux. Donc évidemment, le premier point que je peux vous présenter et qui est connu par tous, c'est évidemment l'activité partielle. Alors l'activité partielle, on la connaît depuis le premier confinement, donc je vais aller assez rapidement dessus, mais on s'est rendu compte, puisque le CROSS Grand Est, je porte un service de gestion de la paye, on s'est rendu compte que sur le premier confinement, il y a de nombreuses associations qui ont fait le choix de ne pas solliciter l'activité partielle pour obtenir une aide au paiement des rémunérations des salariés. Et on s'est rendu compte sur ce deuxième confinement que c'est un levier qui s'est levé. Il y a eu plus d'associations qui ont mobilisé cet élément, donc il nous a paru important, encore une fois, parce qu'il peut y avoir des associations qui sont encore un petit peu réticentes vis-à-vis de la mobilisation de cette aide. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité partielle? Pour faire rapidement, c'est lorsqu'on a une mesure qui a été prise, comme celle qu'on a connue sur la fermeture des établissements recevant du public, c'est l'arrêt de l'activité sportive. Et l'arrêt de l'activité sportive, lorsqu'on est employeur, ça veut dire l'arrêt de nos salariés. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on met qu'est-ce qu'on fait des salariés? Est-ce qu'on les met de côté? Comment est-ce qu'on indemnise? Comment est-ce qu'on obtient une aide pour la rémunération? Parce qu'il faut maintenir les salaires. Il y a une obligation pour les employeurs de ce côté-là. Et bien, en fait, l'activité partielle, ça permet d'éviter les licenciements. En gros, le contrat de travail est suspendu. Donc, suspendu, ce n'est pas rompu. Suspendu, ça veut dire que le salarié va continuer à percevoir une rémunération. Alors, c'est une rémunération qui pourra être inférieure à celle qu'il connaît habituellement lorsqu'il réalise sa prestation de travail, puisque l'obligation pour l'employeur, c'est de maintenir 70% du salaire brut mensuel.
En contrepartie de ce maintien de salaire, l'employeur va bénéficier d'une aide spécifique à l'activité partielle qui est versée par l'État via une demande d'aide spécifique, mais je vais détailler ces éléments. Donc, véritablement, c'est une aide qui doit être mobilisée lorsque une association sportive porte des emplois, puisque ça permet d'amortir le coût financier qu'induit l'arrêt de l'activité sportive, et surtout, ça permet aussi ça permet de sécuriser les emplois et de préparer sereinement aussi la reprise. Alors, comment ça se passe, l'activité partielle? Est-ce qu'il suffit juste de mettre ses salariés à l'arrêt et elle tombe automatiquement? Cette indemnisation, non. Autant se le dire très clairement, l'activité partielle, l'aide liée à l'activité partielle suppose de respecter une procédure. Alors évidemment, quand on est primo-employeur ou lorsque l'on se mobilise pour la première fois l'activité partielle, on a l'impression d'être noyé sous une marée de documents à remplir. Alors c'est à faire une seule fois et ensuite, je veux dire, la procédure est lancée et c'est assez automatique pour les structures. Tout se passe sur un seul site. Le site, c'est activitépartielle.gouv.fr. Sur ce site internet, vous allez créer un compte spécifique. Alors, évidemment, ce compte spécifique, vous allez recevoir, puisqu'il est géré par les directs, vous allez recevoir un petit délai pour le traitement. Pourquoi? Parce que la création de ce compte va vous permettre de faire, une deuxième étape, une demande d'autorisation. Ah oui, parce qu'avant de mettre ses salariés en activité partielle, il faut demander à la directe une autorisation pour pouvoir justement recourir à l'activité partielle. Alors, rassurez-vous, lorsqu'on a connu la fermeture administrative de notre activité sportive, il s'agit d'un des cas, donc de manière quasi automatique, la demande d'autorisation préalable est attribuée par la directe. Donc ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment un point de difficulté, mais c'est un élément essentiel. Il faut le faire. Si vous ne le faites pas, si vous ne demandez pas l'autorisation, vous ne pouvez pas. Ensuite, il faudra transmettre les éléments et solliciter une demande d'indemnisation. Et cette demande d'indemnisation, c'est toujours pareil, c'est toujours le même site, tout se fait sur ce site. Si vous avez rencontré des difficultés, évidemment, vous avez des aides, des pas à pas qui sont réalisés, qui sont disponibles sur ce site et qui sont également disponibles sur le site du Cross Grand Est. Donc, c'est la diapositive 28, Lionel. Donc, si vous avez besoin, ou 29, je ne sais plus, si vous avez besoin de suivre ou de revoir des éléments, vous avez également dans ce diaporama qui sera disponible en téléchargement, la procédure complète à suivre sur l'activité partielle. Mais il m'a semblé important de vous rappeler ces éléments-là. Pourquoi? Parce qu'en 2021, il va y avoir une véritable évolution. Alors, à l'heure actuelle, on ne la connaît pas. Je la mets quand même parce qu'on a quand même quelques décrets qui sont parus le 30 octobre 2020 et ils vont avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'activité partielle. Et donc, je sais que dans l'assistance, il y a des associations sportives qui sont employeurs. Sachez que l'activité partielle telle qu'on l'a connue jusqu'au 31 décembre 2020, elle reste en l'état. À partir de 2021, le 1er janvier 2021, tout change. Le taux de prise en charge obligatoire par l'employeur du salaire change. Le taux d'indemnisation par l'État va changer. Il sera beaucoup moins important. Il passera à 36%, alors qu'à l'heure actuelle, on a été à 100% de ce qui était versé par l'employeur sur la part légale. Donc, c'est des éléments qui vont changer. Vous dire à l'heure actuelle quelles seront les conséquences, je ne peux pas. Parce que, je vous l'ai dit, les décrets qui sont parus datent du 30 octobre. Comme chaque année, on a le droit à notre lot de décrets qui sont publiés au journal officiel dans les dernières semaines de décembre pour une application en janvier 2021. Donc, n'hésitez pas à suivre cette actualité. Encore une fois, n'hésitez pas et surtout pas à suivre l'actualité du Cross Grand Est qui vous donnera toutes les informations liées à cette évolution en 2021. La deuxième évolution que l'on connaîtra, que l'on connaît, mais qu'on va connaître également sur ce deuxième confinement, c'est ce qu'on appelle les exonérations de cotisation. Les exonérations de cotisation, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, relayé par l'URSSAF, et qui permet aux associations de moins de 250 salariés, donc une grande majorité des associations, relevant du champ du sport, puisque c'est un secteur protégé, et ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public, donc ce qui concerne la majorité des associations qui ont eu recours à l'activité partielle, eh bien, en fait, elles ont été exonérées de certaines cotisations patronales sur le premier confinement.
Sur ce deuxième confinement, on a eu la désinformation, puisqu'on a la loi de financement de la sécurité sociale 2021 qui a été publiée au journal officiel seulement le 15 décembre. Donc, c'est des informations qui sont toutes fraîches qu'on vous donne ce soir. Sur ce deuxième confinement, l'État mettra en place une exonération d'une partie des cotisations, procédera à la mise en place d'exonérations sur les contributions et les cotisations sociales qui sont dues sur septembre, octobre et novembre. Donc, sur le premier semestre, les associations en ont bénéficié. Sur le deuxième confinement, eh bien, elles en bénéficieront également dans un deuxième cadre, donc sur les périodes qui seront de septembre, octobre et novembre. Donc, 3 mois d'exonération supplémentaire, donc ça veut dire des coûts diminués pour les associations en termes d'exonération sociale à payer, de cotisation sociale à payer. Évidemment, il faudra suivre ces informations. À l'heure actuelle, le site de l'URSSAF n'est pas à jour, puisque la dernière actualité date du 2 décembre 2020, mais nous n'hésiterons pas à relayer cette information qui est essentielle pour les associations. Le troisième point, et je finirai mon développement là-dessus, c'est un point qui est essentiel, alors qui est connu de tous, mais on préfère le rappeler évidemment, puisque l'heure de la reprise arrive, on l'espère tous, et c'est les apprentis. Les apprentis, voilà, pour vous informer que les associations, dès lors qu'elles vont recruter un apprenti alors mineur, elles vont pouvoir bénéficier d'une aide de 5 000 €, mais pour une association qui fait le choix de recruter un apprenti pour le former à l'un des diplômes permettant d'exercer contre rémunération dans le sport, va pouvoir bénéficier d'une aide de 8 000 €. Donc voilà, c'est vraiment une aide qui est extrêmement intéressante, même si c'est sur un diplôme qui va durer 1 année. Donc finalement, ça fera un reste à charge sur l'emploi qui sera quand même réduit. Et ça concernera les contrats qui seront conclus jusqu'au 28 février 2021. Et potentiellement, c'est très intéressant puisqu'on peut avoir des personnes qui suivent des diplômes en alternance jusqu'au Master 2, donc en Bac plus 5. Pardon, j'ai mis Bac plus 2, il y a une erreur sur le diaporama, c'est Bac plus 5. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre ces actualités. Sur l'apprentissage, l'aide, elle est versée automatiquement par l'Agence des services et de paiement, donc ce qu'on appelle l'ASP, et les employeurs du sport peuvent largement bénéficier de ces éléments-là. Et une dernière diapositive pour vous rappeler que le Cross Grand Est, encore une fois, propose un service de gestion de la paye pour vous aider et pour simplifier vos démarches liées à l'emploi, donc sur la réalisation de bulletins de salaire, sur toutes les déclarations à réaliser. Voilà, à l'heure actuelle, le CROSS accompagne un peu plus de 150 employeurs adhérents, réalise à peu près plus de 600 bulletins par mois. Donc, on a une véritable expertise sur ces questions-là et n'hésitez pas à nous consulter si vous avez des questions complémentaires. Merci. Merci David et aussi pour cette pub pour le cross, c'est bien. Merci messieurs pour ce développement. Alors on est en pleine actualité puisque les textes sortent là, la loi sur la Sécu et d'autres qui vont venir. Moi j'avais déjà noté, avant de donner la parole à Lionel qui va faire un peu le point des questions qui nous sont posées, moi j'en avais déjà de mon côté noté quelques-unes. D'abord pour l'aide à la reprise de licence. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit d'aider les jeunes de moins de 21 ans ou moins de 18 ans, vous préciserez, Philippe, à reprendre une licence. Mais est-ce que ça ne portera que sur la licence ou sur l'ensemble des droits, cotisation des clubs, etc. Et comment ça va se passer dans la pratique? Est-ce que c'est la famille qui se manifeste? Est-ce que ce sera via le club? Est-ce que, voilà, si c'est à la famille de se manifester, il va falloir qu'on fasse tous ensemble une grosse campagne de communication pour que les gens connaissent le dispositif. Jean-Paul, peut-être, oui? Oui, quelques précisions. Évidemment, si le dispositif a été acté, c'est bien sur les modalités qu'il y a aujourd'hui des discussions pour qu'elles soient les plus simples possibles. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les mesures du deuxième plan de relance. On souhaite alléger les procédures et être plus réactif encore que sur le premier. Normalement, ce sera pour les jeunes de 6 à 16 ans. Dans les clubs, une aide forfaitaire de 50 € par jeune, effectivement en passant par l'Agence nationale des chèques vacances, ce qui veut dire que les clubs devront s'y inscrire pour pouvoir en bénéficier et tout devrait passer par le club. Moi, j'ai dit à la ministre, j'ai dit aussi au conseiller du président de la République, il ne faut pas qu'on aille au cas par cas.
parce que sinon, sur les 100 millions, on va bouffer une grosse partie en frais d'envoi, en frais de recommander pour envoyer des chèques, pour envoyer des frais, et on va avoir de la perte en ligne absolument phénoménale. Il faut bien passer par le club, c'est celui qui est le plus à même de pouvoir faire une synthèse des jeunes qui en bénéficient, qui auront simplement à présenter leur attestation de la CAF, et à partir de là, automatiquement, ça va fonctionner. Donc, on essaie de mettre les mesures les plus simples possibles en place. Une petite précision aussi concernant les mesures sur le chômage partiel et sur la durée. Il y a aussi débat là encore. Les ministres Blanquer et Racine et Anou se battent actuellement avec le ministère de Bercy pour prolonger les droits à due hauteur du premier confinement jusqu'à fin janvier au moins, en espérant que la crise sanitaire s'arrête à fin janvier. Ce n'est pas encore gagné, mais il faut savoir qu'on a des réunions toutes les semaines entre les collectivités, le ministère et l'agence, le mouvement sportif, pour booster ce dossier et pour qu'il soit véritablement mis en cause. Important simplement de préciser, il faut bien que ce soit des contrats de travail, pas simplement des indemnisations comme on peut en trouver des fois dans les clubs. Il faut qu'il y ait vraiment un contrat de travail pour pouvoir en bénéficier. Donc, c'est des vraies mesures qui sont en cours. Et concernant l'emploi, il y aura une autre forme d'aide à l'emploi sur notre territoire. C'est Campus 2023, dans le cadre de la Coupe du monde de rugby, nous bénéficierons normalement de 65 postes sur le Grand Est, 35 destinés au club de rugby et 30 pas que au club de rugby. Et nous travaillons aujourd'hui au niveau de l'agence pour essayer de créer un corps de postes de mutualisation qui pourrait être rattaché au GDOS, voire à des communautés de communes, pour venir au service de plusieurs clubs. Un club de moyen de territoire ne peut pas supporter une charge financière qui vient compléter les aides de l'État ou des autres structures. Donc, il faut qu'on trouve le dispositif le plus intelligent et qui permette d'accompagner un maximum de clubs. Je précise pour les emplois de Campus 2023 qu'ils seront pris en charge par le GIP, le groupement d'intérêt public, qui pilote la Coupe du monde de rugby. On demandera simplement au club, parce que tout ce qui est gratuit mathématiquement n'a pas de valeur, de payer 10 € par mois. Voilà, donc ça fait un complément par rapport à ce que disait David Derain et puis aux questions du président. Oui, merci Jean-Paul. Ce sont des précisions capitales, me semble-t-il. Moi, j'ai bien noté que c'est le club qui va être au centre du dispositif. C'est vraisemblablement que nous poursuivons. Oui, oui, voilà. Parce que à moi aussi, il me paraissait tout à fait incongru que de laisser se manifester des dizaines de millions de demandeurs, on n'en finirait pas. Voilà. Donc, j'ai bien noté le club. Et je note sans doute aussi le club relevant d'une fédération reconnue par le ministère. Donc, voilà, qui d'une manière ou d'une autre est délégataire du service public de l'État. Ça cible bien évidemment le champ d'action aussi. Alors, j'avais d'autres questions qui me venaient avant de donner la parole à Lionel, et je suppose qu'elles rejoignent celles qui nous sont posées sur les compensations de perte de billetterie. Je note aussi que c'est pour la restauration. Donc là, je pense que l'on vise les clubhouses, les foyers qui ont dû fermer par décision administrative pendant des semaines, etc. Ou comment ça marche? Est-ce que c'est les clubs professionnels? Est-ce que c'est les clubs amateurs? Qu'est-ce que c'est? Oui, la perte de billetterie est à destination des clubs professionnels, des fédérations pour la perte de licence, et de l'événementiel de haut niveau, entre guillemets. Et ça ne sert à rien de raconter des conneries, entre guillemets. Le tournoi de belote ou le tournoi de quartier organisé au mois de juin pour entrer des sous dans une association n'est pas éligible. Malheureusement, n'est pas éligible sur ce fonds-là.
Et donc, ils n'ont plus l'accueil de débat, manifestations nationales qui ont été annulées, par au niveau exemple. national, oui. D'ailleurs, tous les clubs concernés ont quasiment déjà rempli leur dossier puisque c'est passé par les DNCG ou les CNCG. Par contre, sur les fédérations, on discute aujourd'hui, ça a encore été un peu chaud lundi, pour que l'aide aux fédérations sur la perte de licence ne soit pas impactée sur ce fonds-là, mais sur un fonds complémentaire. Parce que sinon, je veux dire, on a déjà vu les débats qu'il y a entre le foot, le rugby et tous les autres sports. Les sommes ne sont pas énormes. Sont pas énormes. Donc, il faut faire en sorte de trouver les meilleures solutions et on travaille de manière concertée pour obtenir que l'aide aux fédérations, les fameux 21 millions, ne soit pas pris sur cette enveloppe-là, mais sur d'autres fonds. De même qu'on essaye de faire en sorte que les 100 millions pour l'aide à le passeport ne soient pas dans les 400 millions, mais soient en plus. Donc, oui. il y a des débats qui sont en cours. Oui, Philippe, ça me paraît logique parce que l'aide à la reprise de licence est déjà une sorte d'aide indirecte à la licence aux fédérations, puisqu'on va aider les licenciés à revenir. Donc, on va aider indirectement les fédérations. Donc, il y a quelques débats. Enfin, on a des financiers qui essaient… Mais tous ces détails, on les aura dans les semaines à venir, là. Tous ces détails-là, on les aura dans les semaines qui viennent, je suppose. Oui. Normalement, les documents devraient sortir courant janvier pour qu'effectivement les dossiers puissent être prêts pour le mois de mars. Et qu'on puisse vous leviez la main. rapidement. Oui, simplement pour apporter une précision, parce que c'est une question qui nous revient souvent. Malheureusement, ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la billetterie les manifestations qui ont été annulées et pour lesquelles des frais ont été engagés. Parce que ça, c'est une question qui nous revient souvent, notamment l'annulation de marathons, ce type de choses, avec des frais conséquents. Et il y en a un paquet cet été. Que les événements qui ont eu lieu à huis clos ou à jauge réduite, donc les matchs ou les manifestations, parce que pour certains, c'est vrai que ça a été une peine un peu difficile, c'est-à-dire de prévoir des frais et finalement, au dernier moment, devoir annuler une manifestation qui a engendré aucune recette. Mais là, pour le coup, ce fonds-là ne concerne pas ces manifestations. Voilà, c'est une précision. Tout à fait. Oui, il faut qu'elle se soit tenue. On dit avant une question qui était posée justement par rapport aux autorisations et aux conditions d'organisation. Malheureusement, les préfectures attendent en général la veille ou l'avant-veille pour prendre la décision, pour pouvoir apprécier l'évolution de la pandémie sur le territoire où se déroule la manifestation. Donc, ça demande beaucoup de précautions. Il vaut mieux se rapprocher de l'ARS pour monter un dossier qui tienne la route, pour démontrer au préfet que toutes les mesures ont été prises, mais c'est vrai que ça ne garantit pas une réponse positive. Oui, Lionel, qu'est-ce que disent les webinotes? Les webinotes, on a plusieurs questions sur différents axes et sur certaines orientations qui n'ont pas encore été présentées par nos différents conférenciers. Alors, on a une question de Christophe Porte sur les métiers du sport qui, a priori, ne sont pas assez valorisés actuellement et de savoir comment pourrions-nous faire pour communiquer davantage. Désormais qu'il y a un rapprochement très accru entre les différents ministères du sport des sports et l'éducation nationale, comment faire pour valoriser, pour promouvoir davantage les métiers du sport auprès de futurs encadrants, de futurs dirigeants, de futurs animateurs. Alors, je ne sais pas à qui on peut peut-être poser la question, à la fois peut-être à M. Meyer, à la fois à M. Fischer, qui l'un de vous veut prendre la parole par rapport à valoriser ce métier. Il y a un bac professionnel des métiers du sport qui va être mis en route et qui doit donner de l'appétence pour les métiers. Et toutes les actions qu'on mène pour que les postes soient consolidés en tant qu'animateurs territoriaux ou autres avec des CQP, des certificats de qualification professionnelle complémentaires, concourent à valoriser ces métiers. Il ne faut pas que ça reste des métiers basiques, il faut vraiment qu'on continue des formations et que les jeunes qui sont employés continuent à côté à se former pour acquérir plus de compétences et donc plus d'employabilité. Merci Lionel. Autre question? Philippe, peut-être pour compléter? Oui, un tout petit complément.
la ministre des Sports, des au sport, est très attachée aussi au captage de nouveaux publics dans la pratique, et je pense que c'est aussi une piste intéressante. L'idée, c'est de faire en sorte que les associations sportives aillent sur des champs un peu nouveaux, notamment la continuité éducative avec les vacances apprenantes qui sont plus réservées aux collectivités. Les questions aussi de sport santé. Clairement, l'idée, c'est aussi de capter des nouveaux publics avec des enjeux qui sont forts et qui sont médiatisés. Ça permet aussi de valoriser les métiers du sport. Oui, Lionel. Merci pour ce complément. Alors, nous avons une autre question qui peut peut-être être orientée sur notre responsable juridique, sur David de Reims, concernant les organisations des assemblées générales de manière dématérialisée. Il y a une question qui est posée sur en fait, le fait qu'une assemblée n'ait pas pu se dérouler 6 mois après la clôture de ces exercices pour voter les comptes de l'association. Est-ce que David, peut-être tu peux nous préciser les modalités d'assemblée générale qui peuvent être tenues à distance et qui ne sont pas obligées, malgré la crise sanitaire, d'être réunies en présentiel? Oui, donc j'ai vu passer la question, justement, j'ai eu le temps d'un petit peu de répondre à la personne, mais je vais donner la réponse de manière globale. Alors, sur la tenue des assemblées générales, lors du premier confinement, il y avait déjà eu une ordonnance qui avait été publiée au mois de mars, qui permettait aux associations, même s'il n'y a rien de noté dans leur statut, de pouvoir organiser des assemblées générales, notamment via des outils de visioconférence type Zoom, etc., et d'organiser leurs assemblées générales. Seulement, cette ordonnance, elle prévoyait la possibilité d'organiser ce premier volet d'assemblée générale jusqu'au 30 novembre. Donc, dans la question qui a été posée, j'ai envie de dire, même si en présentiel, il n'y avait pas eu la possibilité d'organiser l'assemblée générale, il était possible de la faire en visioconférence. Sachez que le 2 décembre 2020, il y a eu une ordonnance qui a été publiée au journal officiel et qui s'applique aux associations sportives, aux associations et aux fondations notamment, et qui permet d'organiser des assemblées générales ou des conseils d'administration ou des comités directeurs, ça dépend comment est-ce qu'on les appelle, ça dépend de l'appellation qui est notée dans les statuts, de pouvoir organiser via des outils type Zoom, voilà, d'organiser des assemblées générales, des réunions de ces comités à distance. Alors, cette possibilité, elle est ouverte désormais jusqu'au 1er avril 2021. Donc, c'est une information qui peut être importante, notamment s'il y a des comités départementaux, des comités régionaux qui sont en phase de préparation d'assemblées générales annuelles, qu'elles soient ordinaires ou électives. Voilà, donc vous avez la possibilité d'organiser ces assemblées générales de manière dématérialisée. Il y a de nouvelles règles qui ont été mises en place, notamment pour simplifier ces éléments. Par exemple, certains statuts précisaient que la convocation devait être faite par envoi postal, envoi papier. Pour pallier à ces difficultés pratiques, l'ordonnance prévoit que désormais, si vous envoyez un mail de convocation à l'Assemblée générale avec une pièce jointe en PDF qui reprend l'ordre du jour et la convocation à l'Assemblée générale, elle n'est pas frappée de nullité. Donc, il y a un ensemble de dispositions. Donc, vous avez un focus qui est détaillé, encore une fois, qui est disponible sur le site du CROSS, que vous pouvez consulter en libre téléchargement, qui porte toutes ces mentions. Véritablement, il y a eu un ensemble de points qui permet aux associations de pouvoir tenir leur assemblée générale, même en période de couvre-feu, même s'il y a eu le confinement. Voilà, vous avez la possibilité d'organiser vos assemblées générales via visioconférence. Il y a des difficultés qui ont été levées. Alors, les difficultés qui ont été levées ne vous dispensent pas de respecter les statuts, attention. Simplement, lorsqu'il y a un silence des statuts ou lorsque les statuts prévoyaient une présence physique, l'ordonnance permet maintenant de mettre en place des réunions en visioconférence. Voilà, merci David. La vie démocratique associative est importante aussi, pas seulement l'aide financière dont elles ont besoin. Lionel, d'autres questions? Alors, une question sur l'opération Campus 2023, donc en parallèle de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023. Un internaute nous demande s'il faut être recensé pour pouvoir participer à cette manifestation, à ce lancement, à cette création d'emplois. Il fallait plus ou moins être recensé auprès des directions départementales de la cohésion sociale. Est-ce que peut-être Philippe peut peut-être prendre la parole sur cette question, un petit peu la procédure pour pouvoir, on va dire, bénéficier des aides dans le cadre de Campus 2023?
Je cède volontiers la parole à Jean-Paul Meyer qui a certainement des éléments de réponse un peu plus pertinents sur le sujet. Je confesse avoir suivi ça de loin et à part les éléments qu'il a indiqués sur le nombre de postes offerts au Grand Est, je n'ai pas d'éléments d'information très précises, mais je pense que Jean-Paul Meyer en aura certainement. Alors clairement, tout a été mis en place. On a vu le tirage au sort a eu lieu lundi. Donc tous les organismes et toutes les organisations sont en train de se mettre en place. On avait déjà une grosse réunion avec l'ensemble des régions vendredi. Je pense que les documents fixant la procédure ne vont pas tarder à arriver et à être diffusés sur les territoires. Pour le moment, ceux qui sont intéressés peuvent déjà voir s'ils ne peuvent pas occuper un poste tout seul, peuvent se mettre à plusieurs, se rapprocher du club de rugby le plus proche pour prendre langue avec lui, pour bénéficier d'une forme de parrainage. Et puis à partir de là, en fonction des documents qui vont arriver, se lancer dans la manœuvre. Merci. Lionel? Une autre question concernant le pass sport dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on a évoqué les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier de cette aide. Une question de nos auditeurs, c'est qui va contrôler ces ressources et comment sera mis en place, on va dire, peut-être représenter globalement, puisqu'on a des auditeurs qui arrivent au fur et à mesure de la soirée. Refaire un petit zoom sur cette mise en place du pass. La caisse d'allocation familiale qui fournira les attestations aux jeunes qui leur permettront d'avoir droit au dispositif. D'après ce que j'ai compris, confirmé, Jean-Paul ou non, il y a ouverture de droit lorsqu'il y a ouverture de droit à l'allocation de rentrée scolaire, c'est ça? Entre autres, oui. Oui, Lionel? On a une autre question sur l'organisation des assemblées générales par rapport aux prestataires qui demandent des sommes importantes par rapport à l'organisation des votes à distance. Est-ce que certaines sociétés peut-être sont peut-être plus, on va dire, accessibles financièrement pour les associations sportives? Et est-ce que peut-être l'un des conférenciers peut peut-être présenter un des outils qu'il utilise ou qu'il connaît, qui peut être mise au service de nos associations sportives? Ah, tiens, mais ça me donne une idée. Et si la région, cher Jean-Paul, englobait ça dans ses aides aux ligues, par exemple, on pourrait très bien imaginer un dispositif de mutualisation qui pourrait servir aux uns et aux autres. Qu'est-ce que vous en pensez? On en a déjà parlé, Président, effectivement, au titre de l'année 2021, même si j'espère que la crise va s'arrêter, tout le monde s'est quand même rendu compte qu'il pouvait être intéressant de faire même des assemblées générales en dématérialisées, parce qu'on n'a jamais vu autant de monde dans les assemblées générales. Eh oui. Ça demande effectivement une réflexion à partager entre le CROSS et puis la région pour savoir quel est l'intérêt, parce que c'est vrai que la location est certainement plus chère que d'avoir du matériel. Ça demande aussi une logistique, ça il ne faut pas l'oublier, et de voir s'il y a 3, 4 ou 5 assemblées générales le même jour ou une demande pour la même date, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc nous aurons à nous rapprocher, le CROSS et la région, pour voir comment nous pouvons essayer de trouver une réponse judicieuse à cette demande. Merci. Lionel? Alors là, une question qui est très technique, mais aussi qui est concrète. L'objet de ces webinaires, c'est d'être concret pour apporter des réponses très concrètes à nos auditeurs. On a une question sur les fonds de solidarité et, par rapport, on va dire, aux ressources qui doivent être donc données par les associations qui veulent bénéficier de ce fonds de solidarité. On parle souvent de ressources mensuelles, de chiffre d'affaires mensuel. Et on sait très bien que dans le cadre des clubs sportifs, ils touchent régulièrement leur chiffre d'affaires, si on veut parler de chiffre d'affaires, à travers les cotisations qui arrivent souvent en une seule somme au mois de septembre-octobre ou alors au mois de janvier-février. Est-ce qu'il y a une manière pour ces associations de pouvoir, on va dire, lisser cet abondement de licence mensuel, ou alors est-ce qu'ils doivent fournir leur chiffre d'affaires qui est souvent restreint, on va dire, en grosse partie sur un mois septembre ou octobre pour les associations qui débutent par l'année scolaire, ou alors celles qui démarrent en janvier pour les autres qui ont une année civile de pratique.
C'est une question qui est très, très technique concernant le fonds de solidarité. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Après, c'est des questions aussi qui peuvent être posées, être reprises, on va dire, C'est après le l'exercice de webinaire. référence, à quel exercice on se réfère, c'est ça. J'ai envie de dire, la question est, c'est pas que j'ai envie de ne pas y répondre, mais c'est pas que je n'ai pas envie d'y répondre, mais c'est qu'elle est assez technique, elle est assez longue. Je pense qu'elle mérite d'être développée plus rapidement, donc moi je la garde de côté celle-là. Je rédigerai un focus plus précis. En plus, je connais la personne qui a posé la question, donc ça ne me pose pas trop de problème de pouvoir y répondre. Ce n'est pas une difficulté. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question qui est posée. Ah, oui. Je pense qu'elle mérite un développement plus précis. À l'heure actuelle, très honnêtement, moi, je n'ai pas la réponse. Je préfère le dire très honnêtement. Là, tout de suite, pour vous répondre, je n'ai pas la réponse. Je sais que c'est une comparaison par rapport à certains éléments du chiffre d'affaires et je sais qu'il y a eu 2 évolutions au niveau du fonds de solidarité, puisqu'il y a eu la prise en charge pendant la période de couvre-feu, notamment de septembre à octobre. Il y a un premier volet d'analyse sur la perte du chiffre d'affaires avec une allocation journalière. Puis ensuite, sur la période d'octobre au novembre, c'est un pourcentage encore et la fermeture administrative. Donc, c'est un vrai développement. Je garde la question de côté. Je remercie pour la question qui, je pense, intéresse beaucoup de monde aussi parmi les spectateurs. Et elle sera traitée par le Cross Grand Est et le Cross Bourgogne-Franche-Comté dans les prochains jours pour pouvoir apporter une réponse avant la fin de l'année 2020. Merci David. Alors, dans le cas de ce webinaire, on a possibilité aussi de pouvoir donner la parole aux personnes qui nous accompagnent ce soir. Je vais laisser la parole à Karim Mayeni qui souhaitait prendre la parole. Je vous laisse la parole. Il faut brancher votre micro. On ne l'entend pas. En tout cas, moi, Karim, il faut brancher votre micro. Sinon, on va passer à une autre personne qui souhaitait prendre la parole. Alors, je vais laisser la parole, on reprendra Karim Mayeni tout à l'heure. Je vais laisser la parole à l'AS Confen Handball. Est-ce que l'AS Confen Handball peut prendre la parole? Là aussi, le micro n'est pas ouvert. Bon. En tout cas, ces personnes ont la possibilité de parler. Écoutez, sinon, je vous propose de passer à une autre question, en tout cas une autre intervention. Nous avons parlé tout à l'heure des systèmes de vote en ligne. Nous avons une intervention de Laurent Duclos qui précise que l'INRIA de Nancy ont déployé, on va dire, un outil de vote entièrement gratuit qui s'appelle Belenios. Et il a déjà été utilisé par la Ligue Grand Est de sport universitaire ainsi que l'Université de Reims. Voilà, c'est des choses que l'on pourra mettre également dans le compte-rendu de ce webinaire. Ce sont des solutions, autant utiliser les solutions qui sont créées et qui sont mises à disposition du mouvement sportif et on peut les en remercier. Voilà, nos intervenants ne sont toujours pas connectés, je vois. Toujours pas connectés. Alors, on peut continuer à d'autres. Ah, peut-être si. Il faudrait peut-être qu'ils posent des questions par écrit. Oui. Mais bon, ils avaient un développement à faire. Hein. Alors, ils ont la possibilité d'activer leur micro s'ils le souhaitent. Oui. Tout en bas à gauche de votre fenêtre, vous avez le petit onglet micro. Vous pouvez donc déverrouiller votre micro et poser votre question. Manifestement, ça ne marche toujours pas. Alors, on va revenir à d'autres questions. Oui. Toujours des questions techniques concernant le fonds de solidarité et concernant le calcul du chiffre d'affaires. Est-ce qu'une aide qui a été donnée sur un mois doit-elle être intégrée au chiffre d'affaires de l'association sur le mois suivant? Question très très technique de Vincent Blanchard, le directeur de la Ligue de tennis de table. Je ne sais pas si David peut apporter des éléments de réponse. David. C'est une bonne question. Ça veut dire, je n'ai pas beaucoup de réponses, mais
C'est une bonne question. Très honnêtement, je vois pas pourquoi est-ce que l'aide elle devrait être réintégrée, puisque sur le fonds de solidarité, le calcul du chiffre d'affaires se fait par comparaison avec ce qui aurait dû être, je crois, hein, ce qui aurait dû être fait. Et je ne voudrais pas je voudrais pas dire des bêtises sur le fonds de solidarité, parce que finalement, encore une fois, j'ai pas la réponse pratique. Voilà, je note la question et je ferai un développement pratique de la question pour qu'elle soit développée et qu'elle soit accessible à tout le monde. Ah bah moi, j'avais une question aussi qui me vient dans la foulée du développement. Est-ce que les diverses aides qu'on a développées aujourd'hui sont cumulables entre elles d'une part Oui. et avec d'autres aides, puisqu'on peut obtenir aussi souvent des aides communales ou des aides de la Comcom, que sais-je encore. Il y a plein de fonds de secours comme ça qu'un club peut solliciter. Est-ce que tout ça, ça se cumule pas Est-ce qu'il faudra décliner ce qu'on a touché par ailleurs pour toucher le fonds de solidarité? Jean-Paul, qu'en est-il? Alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse comme on l'a fait la première fois, je pense sous le contrôle de Philippe et puis de vous-même, hein. C'est-à-dire qu'on se réunit et puis on regarde de manière à pouvoir non pas cumuler toutes les aides sur un seul club, mais de pouvoir servir le maximum de clubs en affichant, la dernière fois, si je me rappelle bien, tout ce qui était jusqu'à hauteur de 500 €, on le passait sur Soutiens ton club. 500 à 1000 €, on le passait sur les fonds communaux ou intercommunaux, et au-dessus de 1000 € sur les fonds des départements, et ensuite au niveau de l'État, de manière à servir au maximum de clubs, hein. Et je pense Donc, ce sera on fera au cas par cas. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une logique entre nous, comme on l'a fait la dernière fois, pour qu'il n'y ait pas de club qui reste à côté de la route, quoi. Oui. Lionel, d'autres questions? Nos intervenants ne sont toujours pas, je vois, leur micro est toujours fermé. Après aussi vous dire que donc les conférenciers qui sont présents répondent aussi en direct aux questions qui sont posées. Il y a déjà une trentaine de questions qui ont pu avoir bénéficié des réponses. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Simplement, peut-être en attendant peut-être les réflexions des uns et des autres, vous présentez un petit peu les différentes personnes qui nous ont suivis ce soir. 75% des personnes qui nous ont suivis, en tout cas des connectés ce soir, représentaient une structure employeuse. Et 50% n'ont pas subi d'impact, on va dire, lié aux emplois, une diminution d'emploi ou une diminution d'emploi, une perte d'emploi. Et aussi, toujours en lien avec l'emploi, on a 50% qui prévoient un éventuel recrutement pour les années, en tout cas pour l'année prochaine, qui pourrait contribuer à la relance de leur activité. Voilà. Par rapport aux différents plans qu'on a pu mettre on va dire en avant ce soir, que ce soit concernant l'apprentissage ou éventuellement les fonds d'aide à l'emploi qui seront développés dès 2021 par l'Agence nationale du sport. 50% de nos auditeurs qui étaient présents ce soir pensent y avoir recours pour relancer leur activité dès le 1er janvier 2021. Une autre aussi, concernant la reprise de l'activité, essayer de retrouver un nombre de licenciés suffisant pour reprendre leur activité. Une cinquantaine de pourcents prévoient d'utiliser les outils de leur fédération qui sont mises en place pour pouvoir redémarrer la reprise de leur activité. Et ils prévoient aussi de communiquer davantage vers l'extérieur auprès de leur association. Alors, il y a tout un plan, on n'a peut-être pas parlé, mais il y a tout un plan de communication que le président de la République aussi souhaite développer, tout un plan de communication audio, visio, vidéo pour relancer l'activité. Je ne sais pas si Philippe, tu as déjà peut-être des informations sur ce plan de communication destiné à la reprise des activités sportives qui seraient réalisées et financées par les services de l'État. Est-ce que tu peux en dire un petit mot si tu as des informations complémentaires? Je n'ai pas d'informations très précises sur le sujet, si ce n'est que, je vous l'ai dit en préambule de mon intervention, un des leviers principaux, c'est faire en sorte qu'on ait des arbitrages positifs en la matière. Et donc, je sais que la ministre se bat pour obtenir des arbitrages à la reprise auprès du Premier ministre. Globalement, l'évolution, les tableaux comme je vous ai montré, est toujours positive. On arrive toujours à faire
plus d'autorisation, donc ça ses fruits. C'était évidemment soumis à l'évolution de la pandémie, hein, ça, il y a toujours des aléas. Il y a un certain nombre de documents de communication qui ont été mis en place, mais c'était avant le deuxième confinement, hein, c'est sur la reprise d'activité, parce que c'est important, la reprise d'activité. Voilà, qui incitait les Français à bouger, hein, à faire en sorte qu'il y ait une reprise du sport. Donc, il y a eu une communication qui, du coup, a été un petit peu interrompue par le deuxième confinement. Mais voilà, donc le ministère essaye d'obtenir des arbitrages toujours plus favorables à la reprise d'activité, sachant qu'on le sait bien, hein, tous, on le sent bien, que la reprise d'activité physique a aussi des effets bénéfiques sur la santé et sur la capacité à résister au virus, puisque l'activité physique est bénéfique pour la santé et renforce nos immunités, la défense immunitaire. Et ça, c'est quelque chose qui est important et sur lequel beaucoup de médecins conseillers en termes de sport communiquent. Il ne faut pas reprendre n'importe comment, hein. Quand on est en situation de pandémie, il faut faire attention, il y a des risques cardiaques un peu plus importants. Mais en revanche, il faut continuer une activité, c'est important, parce que arrêter toute activité, c'est se fragiliser ou c'est prendre le risque aussi de développer d'autres pathologies. Et donc, c'est important de pouvoir bouger. Et ça, c'est un message récurrent. Mais alors, on ne peut pas bouger dans n'importe quelle condition. C'est pour ça qu'il y a toujours cette déclinaison des mesures sanitaires appliquées à la pratique sportive qui essayent d'être au plus près des besoins et en phase avec les réalités pour ne pas être, en injonction contradictoire par rapport aux mesures sanitaires. Merci Philippe. Lionel, est-ce qu'on a d'autres questions? On a des questions de Bernard Simonin concernant l'aide à l'apprentissage. Philippe, tu as mis en avant des aides spécifiques à l'apprentissage de l'État. Est-ce qu'elles sont différentes de celles du plan de relance de l'apprentissage? Est-ce que c'est des aides spécifiques à l'apprentissage dédiées au sport ou est-ce que c'est des aides générales, transversales à tous les apprentis, toutes branches confondues? Alors, les aides d'apprentissage sont en complémentarité avec les mesures générales d'apprentissage. On a eu un travail entre nous pour essayer d'affiner, faire en sorte qu'elles soient complémentaires et que ce ne soit pas totalement déconnecté des autres mesures d'aide à l'apprentissage. Et donc, on a fait un travail assez précis d'identifier pour quel type de personnes il était plus judicieux de flécher les aides spécifiques apprentissage sport. Et il s'est avéré que c'était pour les apprentis les plus âgés, hein, où il y avait un reste à charge les plus importants, alors qu'avec les mesures de droit commun sur l'aide d'apprentissage, pour les apprentis les plus jeunes, ça n'avait pas trop de sens. Il restait un reste à charge pas très important. Voilà, pour faire une réponse un peu courte, mais l'idée, c'était vraiment d'agir en complémentarité avec les dispositifs de droit commun. Non, mais je pense tout simplement que c'est identique au premier plan de relance. Souvenez-vous, le premier plan de relance, on avait neutralisé les fonds d'apprentissage parce qu'elles rentraient dans les fonds de droit commun et on avait isolé une petite somme pour les apprentis de plus de 26 ans et ceux en deuxième année où le reste à charge était encore important. Voilà. Donc, on est dans un dispositif, me semble-t-il en tout cas, on est dans un dispositif de droit commun qui concerne l'ensemble de l'apprentissage. Bon, ça fera partie des spécificités et des données techniques à creuser, hein, David. Oui. Bah justement, pour cet élément de réponse, j'avais commencé à creuser la question justement, et sur cette organisation-là, voilà, très clairement, il faut partir d'abord sur les dispositifs de droit commun. Avec l'aide de 8 000 €, on a quasiment couvert déjà l'emploi sur une année, donc déjà la question est vite réglée. Surtout, il ne faut pas occulter le fait aussi que l'AFDAS, donc, qui est l'opérateur de compétences du champ du sport, met aussi des aides complémentaires en place pour notamment le tuteur, etc. Donc, pour le sport, j'ai envie de dire globalement, oui, il y a l'aide de l'État qui est conséquente, hein, 5 000 ou 8 000 €, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Ouais. Plus, après, il y a les compléments qui peuvent être apportés par l'AFDAS. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Pour l'avoir vécu, pour avoir conseillé mon club de rugby, voilà, ça couvre pas mal le coût de l'emploi. Ensuite, je me permets juste de garder la parole une petite seconde pour lever une frustration, parce que je n'ai pas pu répondre à Vincent Blanchard.
Par rapport à sa question sur le fonds de solidarité et la prise en charge d'une aide qui a été versée, attribuée par l'État précédemment. Donc, j'ai fait ma recherche de mon côté et donc voilà, dans les questions-réponses qui ont été publiées par le ministère de l'Économie, il est bien précisé que si une aide a été versée précédemment, notamment au titre du fonds de solidarité, elle n'est pas à prendre en compte dans le chiffre d'affaires pour déterminer l'attribution d'une nouvelle aide au titre du fonds de solidarité. Donc voilà, sur ces questions-là, voilà, si une aide a été versée, elle n'est pas à prendre en compte, une aide au titre du fonds de solidarité, elle n'est pas à prendre en considération dans l'établissement du chiffre d'affaires pour une nouvelle demande. Voilà. Merci pour ces précisions. Lionel, est-ce qu'on a encore des questions sur le feu? Je crois qu'on a épuisé les questions, que ce soit sur la page Facebook ou en direct sur la conférence. Écoutez, il y a peut-être d'autres questions qui sont très générales. C'est une reprise des activités, certes, pour les mineurs actuellement. Qu'en est-il de la reprise des manifestations sportives, des événements sportifs? A-t-on déjà des dates ou des projections que vous pourriez communiquer à nos auditeurs? Hypothèse 20 janvier, mais sans garantie. Oui. Comme tout le reste des différentes branches qui sont à l'arrêt en ce moment. En fonction de ce que sera l'actualité sanitaire le 20 janvier, voilà tout. Et au fond, il faut se projeter dans l'incertitude. Voilà tout. Et ne pas prendre des décisions trop définitives au regard de certaines manifestations. Je sais que c'est pas toujours facile, qu'on doit s'inscrire dans des calendriers, ça ne m'échappe pas, et qu'il faut aussi tenir compte de budgets prévisionnels qui doivent être remplis, etc., etc. Mais voilà, c'est ainsi. Je crois qu'il va falloir s'y faire pour un moment. Voilà, donc, écoutez, messieurs, si on n'a plus, Lionel, de questions inscrites, on peut pour aujourd'hui peut-être en rester là, sachant que c'était un lancement, que nous aurons évidemment l'occasion de revenir très bientôt. Je pense qu'il faudra le faire, inscrire très bientôt un second webinaire lorsque les différents textes, les précisions que la réunion d'aujourd'hui doit entraîner pourront être données. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à cette date qui sera très prochaine et dont vous serez très prochainement aussi informés. Pour conclure, je voudrais remercier nos partenaires, nos intervenants de ce soir, remercier Didier Séminet d'avoir été avec nous, remercier Jean-Paul Omeyer d'être toujours à nos côtés ce soir comme d'habitude, remercier Philippe Fischer d'avoir également pris de son temps pour nous éclairer, remercier nos collaborateurs Lionel et David de leur apport. Et puis pour conclure, je voudrais souhaiter à toutes celles et tous ceux qui nous suivent, les webinautes, et à vous, messieurs, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ce seront des fêtes familiales. Et bien, pour une fois, ceux d'entre nous qui sommes toujours très, très éloignés de nos familles en raison des multiples obligations qui sont les nôtres, eh bien, on va pouvoir se consacrer un petit peu plus aux joies familiales, à quelque chose, malheur et bon. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci, bonne soirée et bonne fête. Bonsoir et au revoir. Oui, bonne soirée. Et à bientôt.